le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier numéro de la page internationale pour le mois de novembre. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Mail pour le grand journal, Joël François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mail. La Russie a annoncé le 29 novembre le report de ses pourparlers avec les États-Unis sur le traité de limitation des armes nucléaires, New START, pour une durée indéterminée. Il est peu probable qu'une rencontre ait lieu entre les deux parties cette année, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov sur l'agence de presse RIA Novosti. Ce traité signé en 2010 avait pour but de limiter les arsenaux nucléaires des deux pays. Voici un reportage signé RT. Le dialogue russo-américain concernant la réduction des arsenaux nucléaires entre ces deux puissances est actuellement au point mort. La partie russe a fait savoir que la réunion bilatérale sur le traité New START, prévue initialement au Caire entre le 29 novembre et le 6 décembre, n'aurait finalement pas lieu aux dates prévues. En cause, la fourniture continue d'armements américains à l'Ukraine. Les États-Unis ont l'intention de livrer encore plus d'armes dans la région du conflit dans lequel la Fédération de Russie est directement impliquée. C'est-à-dire qu'ils fourniront toutes ces armes, qu'ils pousseront le régime de Kiev à faire verser encore plus de sang, qu'ils alloueront de l'argent aux activités extrémistes menées sous les auspices de ces désaxés de la présidence ukrainienne. Et nous, on devra s'asseoir à la même table qu'eux pour discuter de questions de sécurité mutuelle, y compris dans leur intérêt. Et pourtant, dans l'absolu, les autorités russes sont très attachées aux accords de sécurité qui lient les États-Unis et la Russie, et entendent bien continuer à les respecter. Nous, la Russie, agissons uniquement et exclusivement dans le cadre prescrit par le traité New START. Il n'y a pas de violation du traité et il ne peut pas y en avoir car nous sommes attachés à le respecter. C'est un outil important qui fonctionne pour notre sécurité et nous attendons des États-Unis qu'ils traitent ce document de la même manière. Pour rappel, ce traité signé en 2010 limite les arsenaux des deux pays à un maximum de 1550 ogives déployés de part et d'autre, soit une réduction de près de 30% par rapport à la limite précédente fixée en 2002. Le texte a été prolongé par les deux pays en janvier 2021 après l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Mais dans le contexte actuel de quasi co-belligérance des États-Unis dans ce conflit, la partie russe estime que les conditions ne sont à l'heure actuelle pas réunies pour avancer sur ces négociations. Sommet de l'OTAN à Bucarest, l'Alliance renouvelle son aide à l'Ukraine en promettant de nouvelles livraisons d'armes et des générateurs électriques. Voici un reportage à signer Euronews. Le sommet de l'OTAN à Bucarest s'est terminé par un renouvellement du soutien à l'Ukraine, alors que le pays essuie des attaques aériennes russes quasi quotidiennes. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance ont convenu que la priorité devait aller au renforcement des défenses aériennes et aux infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les membres de l'Alliance ont clairement indiqué tout au long de la réunion qu'ils sont prêts à maintenir le soutien à l'Ukraine avec du matériel militaire de pointe, avec des munitions, du carburant, avec tout ce dont les Ukrainiens ont besoin pour se défendre. Et c'est la tâche la plus urgente et la plus importante dans l'immédiat pour nos alliés. Le secrétaire d'État américain a déclaré que la Russie voulait saper la solidarité de l'Occident avec l'Ukraine, mais que cela ne se produirait pas. Tout au long de l'hiver et aussi longtemps qu'il le faudra pour que l'Ukraine réussisse, nous maintiendrons et renforcerons notre soutien sécuritaire, humanitaire et économique à l'Ukraine. Les alliés et partenaires de l'OTAN ont fourni 40 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine et d'autres sont déjà en chemin. Le chef de la diplomatie ukrainienne s'est félicité de ces annonces, mais il a déclaré que l'Ukraine avait besoin de renforcer sa défense aérienne. Le message est simple, donnez-nous des patriotes dès que c'est possible, car c'est le système dont l'Ukraine a besoin pour protéger sa population civile et ses infrastructures essentielles. Ce n'est pas une arme offensive.
Ce sommet était également l'occasion de discuter de la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique. La Turquie a déclaré que des progrès avaient été réalisés, mais que les deux pays avaient besoin d'en faire plus pour renforcer leur sécurité. En Afrique du Sud, manifestation à Pretoria pour contester la libération de Janus Wallus, la remise en liberté de l'assassin du militant anti-apatride. Chris Hani suscite la colère. Voici un reportage signé Africa News. Le mouvement de colère contre la libération de l'assassin du militant anti-apartheid Chris Hani continue de parcourir l'Afrique du Sud. Ce mercredi, des centaines de manifestants ont protesté à Pretoria, ville dans laquelle le détenu est incarcéré. La veille, Janus Wallus a été blessé en prison par arme blanche 2 jours avant sa remise en liberté conditionnelle sur décision de la Cour constitutionnelle. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec le peuple sud-africain, notamment ceux qui nous ont envoyé des messages privés et ceux qui les ont partagés publiquement. Ils se sentent lésés par tous les partis politiques et institutions. Comme nous le savons tous, le 27 avril rend hommage au sang versé par Chris Hani, mais aussi à tous les martyrs de la liberté qui ont lutté pour la liberté dans ce pays. 29 ans après avoir été déclaré coupable de l'exécution de Chris Hani, l'homme de 69 ans, lié à l'extrême droite au moment des faits, a bénéficié d'une libération anticipée. Vent debout contre cette décision, le Parti communiste et l'ANC tentent depuis de faire pression sur le gouvernement. Même si nous respectons le règne de la loi et la Constitution, nous ne sommes pas contents. Je pense que la loi doit reconnaître la moralité, car ce n'est pas normal qu'une personne qui a presque fait chuter le pays dans une crise soit libérée comme ça. Nous ne sommes pas d'accord. Figure incontestable du mouvement anti-apartheid, Chris Hani a été le secrétaire général du Parti communiste sud-africain, ainsi que l'un des chefs militaires de la branche armée de l'ANC à la fin des années 1980 et jusqu'à sa mort. Direction la Belgique, 6 ans et demi après les faits, la cour d'assises de Bruxelles ouvre aujourd'hui un procès aux allures de marathon judiciaire pour juger Salah Abdeslam, s'il est co-auteur présumé des attentats djihadistes qui avaient fait 32 morts en 2016 dans la capitale belge. Aussi un reportage signé I24 News. 22 mars 2016, Bruxelles. Il est 7h58 quand une bombe explose dans le hall de départ de Bruxelles-Zaventem. Immédiatement, la panique s'empare de l'aéroport. Une heure plus tard, une autre explosion dans l'une des rames du métro bruxellois. Les survivants sont alors évacués par les tunnels. Le bilan de cette double attaque, 32 morts et au moins 340 blessés. Un attentat immédiatement revendiqué par le djihad islamique. Par la grâce d'Allah et son bienfait, une cellule secrète des soldats du califat, qu'Allah lui accorde la puissance et la victoire, s'est élancée en direction de la Belgique croisée qui n'a cessé de combattre l'islam et les musulmans. Nous promettons des jours sombres aux États croisés qui se sont alliés contre l'État islamique, en réponse à leur agression contre notre État. Et ce qui vous attend sera plus dur et plus amer par la permission d'Allah. Une double attaque qui suscite une vague d'émotions à travers le pays et l'Europe. Paris, victime elle-même d'une attaque terroriste quelques mois plus tôt, se recueille. 6 ans plus tard, c'est dans cette salle que le procès de l'attaque s'ouvre ce mercredi. Ici, le box qui accueillera Salah Abdeslam et ses co-accusés. Au total, 9 suspects doivent comparaître. Un 10e sera jugé en son absence. Il est présumé mort en Syrie. Les victimes qui ont survécu à cette attaque sont partagées sur l'utilité d'un tel procès. Je n'attends rien du procès. C'est gaspillage de l'argent. Les terroristes reçoivent tout ce qu'ils veulent. Et 3e, le respect pour les victimes. On fait presque rien. Un des points cruciaux, c'est bien sûr ça, de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Comment ça a été possible. L'autre point essentiel, c'est de pouvoir témoigner. Ma vie a été détruite, complètement. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon hobby, j'ai perdu mon emploi. Ma vie est complètement détruite. Ce mercredi, seuls les jurés sont sélectionnés. Les débats doivent débuter lundi prochain. L'audience est ouverte, prenez tous place.
Direction la Chine, l'ancien président chinois Jiang Zemin, qui avait dirigé son pays dans une ère de profond bouleversement de 1989 jusqu'au début des années 2000, est décédé mercredi à l'âge de 96 ans, a annoncé l'agence d'État Chine Nouvelle. Voici un reportage à signer France 24. Il n'est pas le plus connu des anciens présidents chinois, mais Jiang Zemin a par ses choix profondément influencé la trajectoire prise par son pays à la fin du XXe siècle. La Chine veut alors s'ouvrir. Spécialiste de l'économie, cet homme réputé ferme est d'abord chargé par le Parti communiste du dossier des investissements étrangers. Un sujet clé, signe de la confiance qui lui est déjà accordée. Nous sommes au début des années 80 et Jiang Zemin gravit vite les échelons. Vice-ministre, il devient en 1985 maire de Shanghai, sa ville natale, avant d'entrer 2 ans plus tard au bureau politique du comité central du parti unique. Premier tournant dans sa carrière, l'année 1989, les événements de la place Tiananmen. Dans la rue, étudiants, intellectuels et ouvriers, tous demandent des réformes, plus de démocratie. La révolte populaire sera réprimée dans le sang, mais le vent du changement a bel et bien soufflé. Un mois plus tard, Jiang Zemin est nommé secrétaire général du Parti communiste chinois. La consécration intervient, elle, en 1993. Élu président de la République, il achève la conversion de son pays à l'économie de marché. En décembre 2001, la Chine intègre l'Organisation mondiale du commerce. L'entrée de la Chine à l'OMC insufflera une nouvelle vitalité à la croissance économique de la Chine ainsi qu'à celle d'autres pays et régions d'Asie, mais aussi d'ailleurs. Le peuple chinois en profitera, ainsi que les autres peuples d'Asie et du monde. Un choix payant, la Chine connaît dans la foulée un boom économique sans précédent. Jiang Zemin est aussi l'homme qui aura brisé l'isolement diplomatique de Pékin, en rétablissant notamment les relations avec les États-Unis après la crise de Taïwan en 1996. Félicite page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod. Réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Côté météo pour ce aujourd'hui, sans ciel, sans soleil à Boston, température 57 degrés Fahrenheit, 14 degrés Celsius, Jacmel 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi, bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.